me dira si le son est trop fort. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. Pardon. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. On vous demanderait de garder silence, s'il vous plaît, par respect pour la défunte et la famille. Alors, bonjour, je me présente pour ceux qui n'étaient pas là tantôt. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Le Sieur, mais je suis aussi un célébrant de la vie. Aujourd'hui, c'est une journée tout à fait particulière car nous allons célébrer 89 ans de vie. De belle vie qui est peut-être mal terminée, malheureusement, par la terrible maladie qu'on appelle Alzheimer. Une dizaine d'années, en jamais été atteinte de cette maladie-là. Je pense que Daniel me disait tout à l'heure qu'elle était libérée et elle est dans une belle lumière présentement. Il faut la voir dans une belle lumière. Donc, c'est avec le plus grand des respects aujourd'hui que nous allons honorer Angémé. Je tiens tout d'abord, bien sûr, au nom de toute l'équipe Le Sieur, à vous offrir notre compassion la plus sincère dans ce que vous vivez aujourd'hui. Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous aujourd'hui. Donc, pour débuter cette cérémonie, pour la mettre solennelle en son honneur, je vais demander à Julie de bien vouloir s'approcher pour ouvrir la cérémonie avec la bougie qui représente la lumière et l'amour.
Angémé, j'allumerai une bougie pour toi, pour ensoleiller les temps que nous avons connus. Comme un phare dans la nuit, la flamme brillera et nous guidera sur notre chemin. Oh, aujourd'hui, j'allumerai une bougie pour toi. Les saisons vont et viennent. Je continue d'avancer. Tu sais, ce n'est pas pareil sans toi. Quand je marche tout seul, m'entends-tu? M'entends-tu t'appeler? M'entends-tu te remercier pour les si beaux souvenirs que tu m'as laissés? Tu seras pour moi aujourd'hui, Angémé, dans une belle lumière, dans les plus beaux couchers de soleil et à l'aube du matin. Je m'accrocherai à l'amour et à la vie que nous avons partagée. Alors, Angémé, Madame Turgeon, Angémé est née à Saint-Augustin de Woburn le 15 avril 1939, d'une famille de 12 enfants. On n'en voit plus beaucoup, hein? Des grandes familles comme ça, même rarement. 5 garçons, 7 filles, dont elle était la 6e. Après 3 ans ou 4 ans de fréquentation, elle prit pour époux le prénom de votre Hector? Hector, j'ai manqué. Alors, elle a pris pour époux son Hector, son beau Hector, hein, le 20 mai 1961. C'était à Granby, ici à l'église Saint-Joseph. Ils ont eu 2 beaux enfants, Mario, malheureusement qui est parti, elle est allée le rejoindre, et Daniel. Angémé était une grande passionnée du patin. Elle a patiné beaucoup dans sa vie, et même jusqu'à au moins 70 ans, quand même. Hein? C'était sa passion. Elle adorait aussi la marche. Elle a même fait Compostelle, alors justement qu'elle avait 70 ans, quand même. Aussi, elle aimait la raquette. C'était une façon de garder son énergie. Elle aimait la nature, puis elle en profitait pour aller se promener dans la forêt avec son chien. Angémé était une femme très, très ordonnée, d'une propreté impeccable. C'était une grande travaillante. On se rappelle, pour certains d'entre vous, de la si belle époque du restaurant Élite à Granby. Moi, je l'ai connu, vous l'avez connu d'entre vous, oui. Elle a travaillé là quand même 27 ans. Donc, ça fermait à 1 heure du matin, que Daniel me dit. Donc, elle a travaillé fort. Elle devait arriver tard à la maison. Donc, puis il y avait un service impeccable. C'était le restaurant de Granby. Donc, elle avait un instinct maternel aussi. Pour elle, ses enfants étaient ce qu'il y avait de plus important dans sa vie. Elle donnait un amour inconditionnel pour ses petits-enfants, et aussi, bien sûr, pour ses frères et sœurs. Angémé possédait le don de soi. Aujourd'hui, cette cérémonie nous permettra de se recueillir pour Madame Turgeon, soit par des réflexions, citations, afin de comprendre pourquoi nous sommes sur la terre avec autant d'épreuves. Il y a des deuils qui font extrêmement mal. Il y en a d'autres qu'on laisse plus aller parce que, bon, le destin en a voulu ainsi par la maladie. La vie est un mystère. On arrive sur la terre pour vivre une expérience, puis un jour, on la quitte pour vivre peut-être une autre expérience. Selon vos croyances, ça peut être avec Dieu, ça peut être dans une autre vibration,
dans une autre dimension, ou ça peut être aussi dans l'univers. On en parle beaucoup de l'univers aujourd'hui. On fait nos demandes à l'univers. Ça peut être avec les anges. Il y en a qui croient aux anges aussi. Puis moi, j'ai des anges en haut, puis ils m'écoutent des fois. Il faut y croire, par exemple. La mort laisse une peine que personne ne peut guérir. Par contre, la mort laisse aussi des souvenirs que personne ne peut voler. Sans aucun doute, quand on voit sa maman partir, ça fait mal. Il y en a parfois qui vivent une très grande peine. Mais étant donné aujourd'hui que nous sommes ici pour rendre hommage à Angémé, que nous célébrons sa vie, pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience familiale, positive, remplie de partage et de communion? Et puis de rendre ça un événement de célébration. Angémé, nous vous célébrons aujourd'hui. Vous savez, le deuil ne se compte pas en temps. Pas du tout. Le deuil se compte que dans l'amour. Autant les épreuves que vous pouvez avoir dans la vie. On a tué des choses qui nous arrivent, on s'inquiète pour ci, on s'inquiète pour ça, on fait de l'anxiété. Mais quand on vit ces choses-là, si on s'entoure d'amour, on peut traverser ces choses-là. S'apprendre à se dire « je t'aime », aujourd'hui on est capable de le faire. Lâcher un coup de téléphone plutôt que texter pour dire comment ça va. On texte aujourd'hui, l'émotion ne passe pas. Alors, ce qui est le plus important dans la vie, quand on y pense, vous savez, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on possède ça, on peut traverser toutes les tempêtes de la vie, autant dans vos problèmes à vous tous. Gilles Vigneault nous a laissé quelques mots. Il disait que dans une de ses chansons, le temps que l'on prend pour dire « je t'aime » est le seul qui reste au bout de nos jours. Je parlais de Jean du Pays, bien sûr. Puis Ginette Renaud, une phrase qu'elle dit dans une de ses chansons, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. Hein? Se faire nommer son prénom, il me semble que ça fait du bien. Donc, la vie est très étrange. On vient avec rien, on se bat pour tout, puis on laisse tout et on repart avec rien. C'est ça la vie. Donc, avant de se recueillir pour écouter la prochaine pièce musicale que Daniel a choisie, je vais vous inviter à écouter un très beau texte. C'est un texte qui est pour nous, là, qui devons continuer, pour nous les vivants. Là. Ça nous porte à réfléchir. Peut-être qu'il ne conviendra pas à tout le monde, mais vous connaissez sans doute Boucard Diouf. Il y en a qui le connaissent. Non seulement c'est un beau fou dans la vie, mais c'est aussi un homme qui a une plume tout à fait extraordinaire. Écoutez le texte si vous le désirez. Il dit, à peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, c'est déjà vendredi. Et le mois est fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. On se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu'il nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans notre grisaille.
Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qu'il nous reste. Essayons d'éliminer les après. Je le ferai après. Bof, j'y penserai après. Je dirai après. On laisse tout pour plus tard comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, bien, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui. L'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors nous allons écouter une très belle pièce que d'ailleurs Angémé aimait beaucoup. Elle adorait Ginette Renault, notre Ginette nationale, comme plusieurs d'entre vous aiment Ginette. Et c'est une pièce qu'elle a beaucoup aimée, qui s'intitule « La vie de Ginette ». La vie, c'est fait de tout, c'est fait de rien. C'est la chanson du quotidien, c'est un sourire ou une larme. La vie, c'est un oiseau qui monte au ciel, c'est un orage, un arc-en-ciel, des yeux d'enfant qui vous désarment. La vie, c'est la montée de longs chemins à faire à deux mains dans la main jusqu'au grand soir où tout s'enflamme. C'est le passé qui vous revient comme un regret de vieille dame. Ma vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie non pas non plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Ma vie, c'est la recherche du bonheur, c'est le pire et c'est le meilleur, un roman qu'il faudra écrire. Ma vie, c'est un reflet dans le miroir qui est heureux de me revoir, encore capable de séduire. Ma vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie non pas non plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages.
Daniel me disait tout à l'heure que cette chanson-là, La vie, ça représentait très, très bien sa maman. Les textes, ça représentait plein de souvenirs dans sa vie que Ange-Aimé a vécu avec la famille. Alors, si vous voulez, maintenant, nous allons tout de suite passer à la période de témoignage. On va parler d'Ange-Aimé, ce qu'elle a été pour vous tous. Je vais inviter nul autre que sa sœur, Fernande, à bien vouloir s'approcher en avant pour faire son témoignage. Oh, c'était ce côté-là, c'est correct. OK, c'est correct, oui. C'est beau. C'est pas grave, j'aurais dû vous le dire. C'est comme moi, il n'est pas à votre hauteur. Hein. Parce que mon patron, il est grand de même. Hein. Fait que il faut que je le baisse. Hein. C'était le problème de ma vie, ça. On va commencer de la même manière que monsieur. Ange-Aimé est née à Woburn le 15 avril 1936, la 6e d'une famille de 12 enfants. Elle avait une grande capacité d'aimer. Une anecdote qui me fait sourire, c'est quand elle quittait la maison pour aller à l'école, Guy, qui a 10 ans de moins qu'elle, se mettait à pleurer en disant « Mimi, ne me laisse pas, Mimi ». Mimi revenait. Fait que ce qui a causé qu'elle arrivait en retard à l'école bien des fois. Elle était toujours là, les plus jeunes. Je me souviens plus d'une fois, elle m'amenait magasiner sur la rue principale et on s'arrêtait au restaurant après notre magasinage. Elle me payait la traite. Elle a été là pour moi aussi à l'adolescence pour m'expliquer les mystères de la vie et répondre à toutes mes questions. OK. Quand Ange-Aimé est devenue mère, ces 2 gars étaient absolument merveilleux. Elle était fatigante. Il n'y avait pas leur pareil. Et quand elle est devenue grand-mère, on a passé la même étape encore. Ah, ces enfants-là, en tous les cas, c'était pas possible d'avoir des enfants beaux, puis fins, puis intelligents, puis comme c'est les 4. OK, elle était une vraie grand-mère gâtée. C'est ça, j'ai oublié de dire. Comme dans la plupart des grosses familles canadiennes françaises, nous aimions beaucoup se réunir et partager un bon repas ensemble. Ange-Aimé nous avait fait un repas gastronomique avec fruits de mer, parce qu'elle travaillait au Élite, fait qu'elle avait toutes les bonnes recettes, mais elle avait eu beaucoup d'aide de son mari puis ses 2 gars. OK, nous avons joué aux cartes à toutes les 2 semaines pendant des années. Il ne faut surtout pas oublier le déjeuner au restaurant à chaque jeudi. Et j'ai fait des voyages avec Ange-Aimé aussi. On est allé en croisière, on est allé en Europe. Ça a été très agréable. Mais, puis aussi, je veux mentionner, on a été chanceux, les plus jeunes, nous autres, d'avoir des frères et des sœurs qui nous ont beaucoup donné. Ange-Aimé, repose-toi bien et veille sur nous. Bon, je pense que j'ai fini. On l'applaudit, on l'applaudit. Merci beaucoup. Merci. Merci, Fernand. Très beau témoignage. Maintenant, j'invite tout de suite son petit-fils, Étienne, à bien vouloir s'approcher, lui aussi. Là, je pense que je vais être obligé de remonter un peu. Les grands, mais pas aussi grands que mon poste. OK. Je tenais aujourd'hui à honorer Ange-Aimé que j'appellerai grand-maman, car c'est toujours comme ça que je l'ai appelée. Vendredi matin, le 3 octobre, je revenais de mon travail au service de garde. Mon père était au téléphone avec le CHSLD de Varennes. Après la fin de son appel, il nous a expliqué que grand-maman avait fait un léger AVC le mardi et qu'elle n'avalait plus rien depuis. Il l'avait mise en soins de fin de vie. Mes parents ont pris congé afin d'être à ses côtés pour la journée. Comme mon travail d'éducateur comporte des horaires coupés, lorsque je ne travaillais pas, j'étais avec eux auprès de grand-maman. Cette journée-là, toute la famille lui a rendu visite pour la veiller et pouvoir lui faire nos adieux. Ma cousine Kim est aussi venue la voir. Elle a donc eu la visite de son fils, sa bru et 3 de ses 4 petits-enfants. Elle a été stable pas mal toute la journée. Nous sommes donc allés dormir à la maison.
Samedi le 4 octobre. J'avais prévu passer la fin de semaine auprès de grand-maman car je voulais profiter de tout le temps qui me restait avec elle. Quand je suis arrivé au CHSLD, mes parents étaient déjà là avec ma cousine Roxane. Mes parents avaient un dîner prévu à Granby depuis plusieurs semaines déjà. Alors ils sont partis vers 11h30. Roxane a quitté environ 10 minutes plus tard. Je me suis levé pour aller démarrer le CD de Joe Dassin, le chanteur préféré de grand-maman. Ça n'a pris que quelques secondes après que la musique ait commencé pour que les choses se précipitent. Elle a arrêté de respirer durant un long moment. Puis elle a pris une grande inspiration soudaine. À partir de ce moment, ses respirations ont commencé à s'espacer. Après avoir appuyé sur le bouton d'assistance, j'ai remarqué qu'elle avait un œil ouvert. J'ai contourné le lit pour constater qu'elle était réveillée. Je me suis placé devant elle pour qu'elle puisse me voir. Je l'ai saluée un court moment, mais son regard était vide. J'ai interpellé la préposée. Ma grand-mère va pas bien, j'ai peur. Quelques minutes plus tard, l'infirmière a pris son pouls et elle m'a dit que ça sent la fin. J'ai appelé mes parents afin de leur faire part des développements et leur demander de revenir. Même chose pour Roxane. Grand-maman est décédée à 11h45. Tout le monde est arrivé en même temps, quelques minutes plus tard. Je leur ai annoncé qu'elle était déjà partie. Grand-maman était peut-être décédée, mais elle était enfin libérée. Environ 1 heure après le décès, ma mère a mentionné qu'elle était belle en la regardant. Il n'y avait plus de froncement de sourcils, plus de rides. Son visage montrait qu'elle était enfin en paix et qu'elle ne souffrait plus. Bien que ces derniers moments ont été des scènes difficiles à vivre, ce n'est pas de ça que je veux me rappeler en pensant à ma grand-mère. C'était une femme généreuse, qui aimait énormément les enfants et avec qui j'ai vécu tellement de bons souvenirs, sans compter qu'elle m'a appris beaucoup de choses quand j'étais enfant. Voici donc quelques souvenirs dont je veux me rappeler avec vous. Elle m'a amené au défilé du Père Noël quand j'étais tout petit. J'avoue que je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. Ce sont plus mes parents qui me l'ont rappelé. La seule chose que je me souviens à ce moment-là, c'est qu'à un moment donné, on était dans une petite place où il y avait des toutous à vendre. Il y avait un ours tout blanc avec un petit nœud rouge autour du cou. Je me souviens que je le voulais à tout prix. À ce jour, je l'ai toujours à la maison. Parlant de Noël, chaque année, grand-maman nous donnait à Maxime et moi un bon Noël rempli de surprises. Chaque année aussi, elle cuisinait une bûche de Noël pour notre souper en famille. J'avais tellement hâte d'être rendu au dessert. C'était tellement bon. Et on avait une consigne à ne jamais oublier. Un des 2 bouts de la bûche était réservé à ma cousine Roxane. Je me souviens que quand j'étais petit, grand-maman m'amenait toujours au jeu d'eau, au parc Daniel Johnson. C'était la première activité qu'on faisait quand on était ensemble. Je pouvais rester facilement 1 heure ou 2 à m'amuser tout seul sans me tanner. Je me souviens une autre fois, j'étais assez jeune. Elle m'avait amené à un événement appelé Méga Machine. C'est une exposition de pelles mécaniques et de grosses machines de construction que l'on pouvait essayer avec les opérateurs. J'avais tellement aimé cette journée-là. En plus d'avoir opéré ces machines géantes, j'avais fait du mini 4 roues et quelqu'un m'avait fait un beau maquillage de souris sur le visage. Cette journée-là, grand-maman avait apporté son parapluie. Quand je l'ai vu l'utiliser, je lui ai demandé « Grand-maman, pourquoi tu utilises ton parapluie? Il pleut même pas. » C'est là qu'elle m'a répondu qu'elle l'utilisait pour se faire de l'ombre. J'ai appris ce jour-là qu'un parapluie pouvait servir à autre chose que de se protéger de la pluie. Je me souviens aussi que quand je me chicanais avec mes parents
J'allais parfois appeler grand-maman pour avoir quelqu'un dans mon camp. Bon, j'avoue que j'arrangeais un peu l'histoire de ce qui s'était passé pour avoir l'air de la victime, mais bon. Après, j'allais passer le téléphone à mes parents avec un air comme s'ils allaient être dans le trouble en leur disant « C'est grand-maman, elle veut te parler. » C'est là que mes parents lui expliquaient ce qui s'était réellement passé et que je n'étais pas tant une victime que ça. Je me souviens que grand-maman m'amenait souvent au centre de la nature. J'avais vu une fille à la télé qui tendait sa main aux oiseaux avec de la nourriture dedans. Un oiseau était venu se poser dans sa main pour manger. Je voulais essayer ça moi aussi, ça avait l'air cool. J'ai fait signe à grand-maman de garder le silence car il y avait un petit oiseau pas loin sur une branche. Je me suis mis de la nourriture au creux de ma main et j'ai attendu que l'oiseau vienne. L'oiseau et moi, on s'est regardés pendant un moment. Tout à coup, il a décidé de voler directement vers moi. Ça s'est fait tellement vite que j'ai fait le saut et il a fait demi-tour. Je me suis mis à pleurer car je lui avais fait peur et il était parti. À la fin de notre visite, j'ai demandé à grand-maman si on pouvait revenir où on avait vu l'oiseau pour essayer de le retrouver. Même si elle savait que les chances de le revoir étaient minces, nous y sommes retournés quand même. Nous ne l'avons pas trouvé, malheureusement. Une autre fois, à la boutique Souvenir, elle m'avait acheté un petit cardinal qui se mettait à chanter quand il y avait du soleil. Un peu comme les petites fleurs qu'on met sur la console de l'auto et qui dansent au soleil. Grand-maman avait l'esprit ouvert. Je me souviens, j'avais environ 6 ou 7 ans. J'avais essayé une des jaquettes de ma mère, pour le fun, dans un de mes jeux imaginaires. J'avais trouvé ça le fun de porter autre chose que des shorts ou des pantalons tout le temps. Ça faisait différent. J'étais allé dormir chez grand-maman et je lui avais demandé si on pouvait faire une soirée jaquette. J'étais parti sur un trip à ce moment-là. Elle m'a dit « Ben oui, pas de problème. » On était à l'épicerie et je me souviens qu'en jasant avec la caissière, elle s'était mise à dire « Je garde mon petit-fils en fin de semaine et ce soir, il voulait qu'on fasse une soirée jaquette. Alors, c'est ce qui est prévu. » Elle lui disait ça tellement naturellement et elle avait son petit sourire aussi à la fin de la conversation. Elle ne le savait peut-être pas, mais je peux vous garantir que c'est la meilleure chose que grand-maman ait pu faire. Grâce à mes études sur le développement de l'enfant, j'ai une compréhension plus profonde sur l'impact bénéfique d'un tel geste sur mon propre développement. Même si c'était un petit garçon qui voulait faire une soirée jaquette, qui est un vêtement, qu'on va se dire, qui est généralement porté par les filles, le fait qu'elle accueille l'idée sans jugement et qu'elle mette l'activité souhaitée à exécution, ça a un impact vraiment bénéfique sur l'enfant. J'ai eu la chance d'exprimer mon désir et d'avoir la confiance de ma grand-maman. Tout ça démontre l'ouverture d'esprit qu'elle avait. Je me souviens que grand-maman avait des drôles de cadeaux parfois. À 5 ou 6 ans, Maxime et moi, on a reçu une trousse de manicure. À 9 ans, j'ai reçu de la crème à main hydratante. Pour grand-maman, les cadeaux, ça devait toujours être utile. Toujours. Le prochain, il y a quelque chose. OK? Il y a quelque chose. Une fois, on était chez grand-maman et Maxime et moi, on s'amusait avec un truc d'exercice pour renforcer les doigts. En fait, c'est un petit truc d'exercice que tu devais ramener les deux bouts ensemble. Et ce jour-là, non, ça faisait une vingtaine de fois qu'on le voyait, mais qu'on n'y touchait pas. Ce jour-là, on a décidé de jouer avec. À ma fête, la même année, grand-mère m'a donné en cadeau ce fameux truc d'exercice. Elle m'avait dit qu'elle en avait un deuxième à la maison, qu'elle ne se servait pas. Quand je lui ai donné un câlin pour la remercier, je voyais juste mon cousin Bastien qui, pardonnez-moi l'expression, riait de ma gueule.
Mais tu sais, à chaque fois que tu sais, il y a des choses comme ça qui arrivaient, c'était jamais malsain. Jamais. À 13 ans, j'étais une fois de plus allé dormir chez grand-maman. Je me souviens qu'en soirée, elle s'était installée à la table avec des genres de feuilles qu'elle tressait. Elle faisait des rameaux. Elle m'a demandé si je voulais en faire, mais j'étais fatigué, alors je lui ai demandé si on pouvait les faire le lendemain. Elle m'a expliqué qu'il fallait les faire ce soir-là, car les feuilles allaient sécher et il fallait que ce soit terminé pour la messe le lendemain matin. Je suis donc allé la rejoindre à la table et on a tressé des rameaux tout en écoutant la voix junior. Mon texte est long et j'aurais pu mentionner bien d'autres beaux moments passés avec elle. L'Alzheimer a fait en sorte que la grand-maman que j'ai connue quand j'étais petit n'existait plus. Mais c'est toujours ma grand-maman à moi que j'aime. Maintenant qu'elle est décédée, je dois me rappeler des beaux moments passés avec elle. Grand-maman, je sais que tu es mieux où tu es maintenant. Je me sens chanceux d'avoir été la dernière personne que tu aies vue avant de partir, soit, comme tu le disais si bien, ton beau trésor. Repose en paix, profite de tes retrouvailles avec Mario. Tu vas me manquer. Je t'aime. Merci. Merci beaucoup, Étienne. Bien, Étienne, je te souhaite que le petit oiseau aille te voir. Donc, un troisième témoignage maintenant, nul autre que son fils Daniel. Vous allez entendre certains témoignages qui ont déjà eu lieu parce qu'on a souvent les mêmes souvenirs. Donc, Angémée, ma mère, une femme avec des qualités extraordinaires et des défauts tout aussi importants comme nous tous. Ceux qui la connaissaient bien sauront discuter entre eux de ses moins bons côtés avec un sourire en coin, tellement parfois il pouvait être ahurissant. Mais moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous peindre un portrait positif de sa vie avec certains côtés d'elle que vous ignorez probablement. On l'a dit tantôt, 6e d'une famille de 12. Elle a appris très jeune qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on désire quand on le veut et qu'il faut être reconnaissant de ce qu'on a. Elle a appris à planifier, à budgéter, à être patiente et a fait l'acquisition d'une multitude de trucs pour éviter de dépenser inutilement. Moi, si j'ai besoin de sacs de plastique pour faire congeler de la nourriture, j'achète des Ziplocs au Costco. Ma mère, elle prenait des sacs de lait, elle les découpait, le dessus, elle les lavait puis elle s'en servait avec un twist-tie qui vient avec les sacs à poubelle. Je l'avais encore siphonné l'air avec une paille dans ces sacs de fraises qu'elle congelait. Un autre endroit où elle économisait, à la place d'acheter des tablettes pour écrire des messages, elle découpait les enveloppes de lettres qu'on recevait et mettait les bouts de papier ensemble dans un tiroir. On allait piger là quand on avait des messages à se laisser. Elle avait plein de moyens comme ça pour économiser et faire une deuxième utilisation de ce qu'elle avait déjà gratuitement. Sans le savoir, ma mère a probablement été une pionnière de la récupération au Québec. Ça a l'air simple comme méthode, mais avec ces trucs et une bonne planification, mes parents ont réussi à se payer une maison et à faire plusieurs voyages. Ma mère était une personne qui aimait l'ordre, on en a parlé tantôt, l'ordre et la propreté. Quand j'ai commencé à l'école, elle est retournée sur le marché du travail comme serveuse dans les restaurants. Elle a commencé au Choice Garden, un restaurant asiatique. Ça a duré 6 mois. Elle n'aimait pas cet endroit, elle trouvait que c'était pas propre. Elle a alors ciblé un restaurant qui était reconnu pour ses hauts standards à Granby, le Elite. Ça a été un match parfait. Elle a travaillé là pendant 27 ans. Des patrons organisés, des standards de propreté comme elle les aimait, une clientèle qui avait de la classe. Elle en a fait une carrière. Mon père n'a pas toujours eu des revenus réguliers, mais ma mère, avec le restaurant, oui. Elle travaillait fort pour qu'on manque de rien. En tant qu'adulte et avec du recul, je réalise combien ma mère a mis des efforts et a fait des sacrifices pour qu'on grandisse dans une maisonnée stable. Il arrivait parfois qu'elle ait besoin de recharger ses batteries, et c'est là que j'ai découvert un côté de ma mère que j'ai trouvé fascinant. Elle savait de façon innée comment se ressourcer. L'été, elle travaillait dans sa rocaille à prendre soin de ses fleurs et ses plantes préférées.
On a vu une des photos, elle travaillait proche du ruisseau, dans ses plantes encore. Elle aimait la nature. L'hiver, elle partait en raquette avec notre gros chien Ricky, comme on a parlé tantôt. Elle allait se promener quelques heures en face de chez nous, dans la forêt. Au cours de ces excursions, je l'accompagnais. Je la voyais, elle prenait de grandes respirations, puis elle appréciait la tranquillité des lieux, puis la beauté des sapins couverts de neige. Ça la réénergisait, ça. Ou elle allait faire du patin au lac Boivin. Mon Dieu, qu'elle a aimé faire du patin. Elle en a fait pendant 70 ans. Pas jusqu'à l'âge de 70 ans, mais pendant 70 ans. Il a fallu qu'elle arrête parce qu'à un moment donné, elle a tombé puis elle s'est cassé un poignet, mais ça devenait trop dangereux. Mais 70 ans de patin, puis elle aurait continué si elle aurait pu. Une autre chose que ma mère est allée chercher, que ma mère aimait, était d'aller marcher dans la montagne de Saint-Paul. On partait, les oncles, les tantes, cousins, cousines, parfois encore avec notre gros chien Ricky, puis on montait jusqu'au sommet. On y allait à l'automne pour profiter des couleurs. La nature et tout ce qu'elle avait à offrir a apporté à ma mère l'énergie dont elle avait besoin pour toujours continuer à avancer. Maintenant, je vais vous parler d'un côté de ma mère qui, pour moi, a toujours été flagrant. Peut-être pas pour tout le monde, cependant. Ma mère a toujours été une mère. On l'a dit, 6e de 12 enfants. Elle a eu 6 frères et sœurs plus jeunes qu'elle, donc son instinct maternel s'est développé très jeune. Et son préféré, on l'a entendu tantôt, c'était Guy. Elle l'avait adopté. Et lui aussi, c'était comme sa deuxième mère. Mémé était comme sa deuxième mère. Il l'appelait Mémé parce que c'était beaucoup plus facile que de prononcer Angémé. Ô combien elle l'aimait, son petit Guy. Elle préférait les garçons parce qu'elle disait que les filles, ça chigne tout le temps. Un matin, alors qu'elle devait aller à l'école, que Guy était encore trop jeune, il l'avait regardé partir les larmes aux yeux. Mémé, Mémé. Ça avait fendu le cœur de ma mère. Ça, elle me l'a dit. Ça y avait tellement serré le cœur, là. Mais il fallait qu'elle aille à l'école. Elle a pris soin de ses frères et sœurs jusqu'à son départ du foyer familial à son mariage. Comme la vie fait bien les choses, elle a eu 2 beaux garçons. Après avoir eu Mario, elle aurait bien aimé avoir une fille, mais elle m'a aimé tout autant. Elle nous a donné tout son amour, a pris soin de nous quand nous étions malades, nous a appris la discipline et l'ordre. Puis Mario et moi, on a vieilli. On a quitté le foyer familial à notre tour. Et ma mère s'est retrouvée pour la première fois sans enfant à prendre soin. Elle a tourné son dévolu sur son mari qu'elle a commencé à s'infantiliser. C'était le plus grand défaut de son gigantesque instinct maternel. Quelques années ont passé et ses petites filles, Kim et Roxane, sont venues combler une partie du manque d'enfants dans son entourage. Elle était toujours disponible pour garder ses petites chéries, comme elle les appelait. Quitte à manquer sa danse du samedi soir. Oui, parce que durant une vingtaine d'années, ces samedis soirs étaient consacrés à la danse. Ses petites filles sont devenues adolescentes, puis Étienne et Maxime sont venus s'ajouter au nombre de ses petits-enfants. 2 nouveaux jeunes enfants. Yeah! Et Étienne, un premier petit-fils en plus. Qu'elle était heureuse. À nouveau, elle se rendait disponible pour l'accueillir chez elle durant une fin de semaine et planifiait plein de choses à faire ensemble. Elle a été plus proche d'Étienne que de Maxime parce que Maxime allait chez son autre grand-mère. Les 2 ensemble, c'était rendu trop fatigant pour elle. Plus tard, quand ses petites chéries sont devenues adultes et ont eu des enfants à leur tour, il n'y avait pas plus fier qu'Angémé. Surtout à l'arrivée des triplets de Roxane. Combien elle se bombait le torse au RPA en disant aux autres qu'elle avait des arrière-petits-enfants qui étaient des triplets. Désolé de mettre le focus sur ta sœur, Kim, mais il aurait fallu que tu te forces un peu. Au cours de ces 12 dernières années environ, ses facultés mentales se sont détériorées dû à la maladie d'Alzheimer. Elle a commencé à halluciner et elle, ce qu'elle voyait, c'était ses petits-enfants, toujours jeunes. Il venait dîner ou souper chez elle. Mario m'a confié qu'il était passé chez elle une fois. Sur la table, il y avait 5 couverts. 1 pour elle, puis 4 pour ses petits-enfants. C'est arrivé à quelques reprises qu'elle nous a appelés en panique en nous demandant si les enfants étaient corrects. Une fois, elle s'était endormie, une autre fois, elle s'était juste retournée. Mais à chacune de ces instances, les enfants étaient partis sans lui dire au revoir. Au début du mois d'août cette année, on a réussi à avoir une place pour elle au CHSLD de Varennes, près de chez moi. Environ 2 semaines avant son décès, par un bel après-midi chaud, je l'ai amenée au parc de la commune sur le bord du fleuve Saint-Laurent. On a regardé les canards, les outardes. Je lui ai montré un gros héron prendre son envol. Mais le plus important pour elle, il y avait des modules d'enfants qui pas loin, puis les enfants jouaient. J'ignore si elle a aimé les voir. Elle n'a eu aucune réaction. Ça a été la dernière sortie que j'ai faite avec elle. 2 semaines plus tard,
Elle a fait un deuxième AVC en 18 mois et a légèrement paralysé du côté droit. Cette paralysie a été assez pour qu'elle soit incapable d'avaler quoi que ce soit. Plusieurs années auparavant, alors qu'elle avait encore toutes ses facultés, elle avait été très claire. Elle ne voulait pas qu'on s'acharne pour la garder vivante si sa qualité de vie était pour être médiocre. Les gens du centre d'hébergement de la Jemmeraie ont été des plus dévoués pour la rendre confortable au cours de ces dernières journées. Angémie nous a quittés le samedi 4 octobre dernier. Ratoureuse comme elle l'était, elle a certainement voulu me faire un clin d'œil en nous quittant à 11h45. C'était le même moment où je la quittais à Granby après ma visite hebdomadaire du samedi matin, alors qu'elle s'apprêtait à manger. Maman, tu as touché plein de vies. Tu as apporté du bonheur à beaucoup de gens autour de toi. Tu n'as laissé personne indifférent à ton passage sur cette terre. Tu es maintenant libre de ton corps qui te faisait défaut. Et tu as rejoint les membres de ta famille qui t'avaient précédé. Profite-en pour faire la fête avec eux, mais pense aussi à te reposer, tu le mérites bien. Et maman, pour avoir été une vraie mère si dévouée, pour nous avoir donné tout ce que tu pouvais, merci du fond du cœur. On applaudit Daniel. Merci beaucoup. Merci. Très beau, vraiment beau. Bien justement, nous allons écouter une pièce musicale qui vraiment ramène les paroles du texte à Daniel. Ça représente vraiment tous les efforts qu'elle a faits pour ses enfants, pour ceux qu'elle aimait. Même que quand elle arrivait le soir, qui était tard, bien Daniel faisait de l'insomnie, puis malgré tout, après son travail, elle prenait le temps de lui faire un bon massage. Bien, c'est ça une maman. Linda Lemay va nous expliquer c'est quoi une maman avec une mère. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre. C'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte.
Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. Ça revient vraiment au témoignage que vous avez fait. J'ai pris le temps d'écouter toutes les paroles. C'est incroyable ce qu'une mère peut faire pour ses enfants. Moi, je revoyais la mienne au travers des mots. Sans doute vous autres aussi. Donc, c'est pour ça qu'on lui rend hommage à cette maman. Donc, la cérémonie va bientôt se terminer. Je vais vous lire quelques lignes qu'un vieux comédien avait écrit. Si je vous dis, celui qui a fait le premier qui a fait du cinéma muet, ce serait qui? Charlie Chaplin. C'est drôle. Il a écrit juste quelques lignes, mais c'est beau. Il dit, si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez un miroir, vous verrez la création de Dieu. Alors, croyez-moi, nous sommes tous des touristes et la vie n'est qu'un voyage. Alors, vie pour aujourd'hui, demain peut être ou ne pas être. Alors maintenant, j'ai demandé à Daniel si sa maman était croyante, puis il me dit bien sûr, et elle récitait surtout très, très souvent le « Je vous salue Marie ». Alors pour ceux qui le désirent, bien sûr, nous allons le réciter ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je l'ai sauté un bout. Je suis désolé. Je ne le dis pas souvent, mais notre cœur était là, hein, c'est ce qui compte. Donc, elle en sautait des bouts. Ça veut-tu dire que je suis déjà rendu là, moi, là? Oui. Maintenant, je vais demander à Daniel de revenir nous lire un très beau texte. C'est une prière amérindienne qui a été écrite par Charlotte Newashis, flamand du peuple Atikamekw. C'est important de mentionner, du Québec. Et c'est comme si Angémé venait vous adresser la parole à vous tous. Alors, c'est à vous, Daniel. Quand je ne serai plus là, lâchez-moi, laissez-moi partir, car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour.
vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun vous m'avez démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur et l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps, présente en Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là, je ne dors pas, je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige, je suis la lumière qui traverse les champs de blé, je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. Merci. Merci. Tantôt, pendant les témoignages, c'était très beau de vous voir. Je voyais des sourires, des éclats de rire. Probablement que c'est comme ça qu'elle voulait que ça se passe dans sa cérémonie. Pour terminer, je vais vous demander, pour ceux qui désirent, de poser un geste. Je vais vous demander de vous lever debout. Alors, à cette femme qui a été importante pour ses enfants, ses petits-enfants, ses frères, ses sœurs, ses amis, vous avez plein de souvenirs. Je pense qu'on peut lui donner une chaude main d'applaudissements. Vous pouvez vous rasseoir. Bien, nos disparus sont toujours là, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires, et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. Alors voici comment nous avons vécu cet hommage à la vie de Angémé. C'est avec plaisir et compassion que je vous ai accompagné comme célébrant. Je tiens à remercier Julie d'avoir participé, Étienne et bien sûr sa sœur Fernande, et vous tous d'avoir été là. Donc, je souhaite à vous tous que vous repartiez avec le cœur rempli d'amour et de sérénité pour la suite des choses. Alors maintenant, j'invite mon collègue Hugo à prendre la parole. Alors, c'est ainsi que se termine la cérémonie pour Mme Turgeon. Je dois remercier Pierre-Michel pour ses beaux mots. Merci aussi pour les témoignages qui ont été livrés là, avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour, des beaux souvenirs. Alors, même si on ne la connaissait pas, moi, j'avais le sourire en coin des fois. Je pouvais relier des situations avec mes propres parents, mais vos témoignages ont été très, très touchants. Je vous en remercie. Ça a agrémenté la cérémonie. Avant de se laisser sur une dernière chanson, je voudrais vous inviter, là, pendant que la dernière chanson va jouer, c'est La Dame en bleu de Michel Louvain. Donc, on vous invitera à vous approcher, poser la main sur l'urne de Angémé. Et puis, par la suite, vous êtes invité à continuer à partager toutes ces anecdotes-là, ces souvenirs-là, à notre salle de réception qui va se trouver à votre gauche en sortant de la chapelle. Donc, on a en masse de temps. Là, il vous reste une grosse heure 45 là, avant qu'on parte. Là, ça vous laissera amplement le temps de continuer. Puis après ça, vers 14 heures, on va quitter pour le cimetière où nous sommes attendus là-bas. Alors, les gens qui veulent nous suivre sont les bienvenus, évidemment. Alors, je vous offre encore une fois, à mon nom personnel et au nom de toute mon équipe ici, nos plus sincères condoléances. Merci pour votre confiance et on vous souhaite bon courage dans cette épreuve. Merci, Hugo. Comme je vous ai vu rire tantôt, je dois me permettre de vous dire, ici, au complexe Le Sieur, on ne vous dit jamais, jamais à bientôt. On vous dit plutôt de savourer la vie. Merci beaucoup.
Qui est la belle inconnue? La femme en bleu seule à sa table. Je me sens fou de l'avoir vue. Comme j'aimerais qu'elle me regarde. Je n'ai jamais vu s'ennuyer une femme avec tant de charme. Et si j'allais lui parler, peut-être qu'elle pourrait m'aimer. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle, belle inconnue, tu m'as tiré, tu me charmes, tu m'as rendu amoureux de la dame en bleu. Dis-moi qu'on se reverra, que ce n'est pas l'histoire de soi. Je veux te garder dans mes bras, de peur de ne pas te revoir. Toi, ma belle, belle inconnue, viens danser encore une fois. J'imagine ton corps nu qui m'invite à chaque pas. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle, belle inconnue, tu m'as tiré, tu me charmes, tu m'as rendu amoureux de la dame en bleu. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle, belle inconnue, tu m'as tiré, tu me charmes.